Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons des news assez intéressantes cette semaine-ci, notamment Samsung qui aurait menti sur les capacités de leur caméra, ou plutôt fait une pub qu'ils n'auraient pas dû faire. C'est la controverse Moongate, on verra ça après. On a aussi des news sur des nouvelles cartes graphiques et surtout aussi des leaks de leur potentiel prix. On a aussi des informations sur un petit peu plus ce que va faire Google avec leur concurrent ChatGPT et plein d'autres actualités. Vous avez des liens dans la description ainsi que sur la barre de lecture, des liens plutôt des timecodes. Comme ça, vous pouvez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Infomax. Ils ont lancé une nouvelle config qui est le PC Gamer Rising, qui est un PC équilibré pour le gaming pur. Donc il a un i5 12400F, l'un des processeurs que j'ai recommandé le plus dans mon guide d'achat de processeurs, ainsi qu'une RX 6950 XT. Une excellente carte graphique, surtout pour le prix encore à l'heure actuelle. Le reste de la config inclut un MSI Mac Forge 100M, un bon petit boîtier de base qui suffit amplement. On a une Asus Prime B660, 16 Go de RAM en Corsair Vengeance LPX, un Crucial BX500 de 500 Go pour le disque principal, et enfin vous avez une MSI Mag A650 qui est une alimentation 80 plus bronze de 650 watts. Donc comme vous pouvez voir, cette config est clairement équilibrée pour tout mettre dans la carte graphique et quand même avoir un très bon processeur, parce que c'est le plus important pour jouer aux jeux vidéo honnêtement. Elle sera toutefois assez future-proof avec ce 12400F, donc pas d'inquiétude. Et si vous voulez plus, de toute manière, je vous rappelle que Infomax permet de personnaliser toutes les configs qu'ils ont sur leur site. Vous voulez 32 Go de RAM, vous les rajoutez. Vous voulez un plus gros SSD, vous le rajoutez. Comme ça, vous pouvez choisir exactement ce qu'il vous faut pour vous et personnaliser la config selon vos besoins. Mais vous savez au moins que la config est bien équilibrée et évidemment, le configurateur d'Infomax tient compte de la compatibilité des composants. Du coup, n'hésitez pas à découvrir cette config en suivant le lien dans la description. Il y en a aussi plein d'autres sur le site web, évidemment. Donc, si vous voulez une plus grosse config, il en existe. Et si vous avez un budget plus serré, il en existe aussi. Encore merci à Infomax de supporter la chaîne. Et commençons avec ce Tech Show. Du coup, commençons justement avec Moongate. Samsung aurait menti sur les capacités de leur nouveau Galaxy S23 Ultra. En gros, si vous avez vu les pubs de ce téléphone, vous avez forcément vu, même contre votre gré certainement, vous verrez que dans la pub, on voit qu'ils prennent justement cette photo-là de la Lune et oh, ça arrive à prendre des photos de la Lune, ce qui est franchement exceptionnel pour un smartphone comme ça. Le problème, c'est que ça a été testé par pas mal de YouTubeurs et aussi ça a commencé avec un post Reddit où justement une personne, au lieu de prendre une photo de la Lune, a pris une photo floutée de la Lune sur son écran, mais avec quand même la caméra zoomée à fond pour que le téléphone croit que c'est vraiment la Lune. Et le téléphone lui a sorti cette image beaucoup plus, comme vous pouvez voir, détaillée. Alors, on n'est pas au niveau de la controverse de Huawei qui, je vous rappelle, Huawei avait fait ça aussi en quelque sorte, où en gros, eux, ils avaient carrément mis une image de la Lune dans le dossier du téléphone et dès que le téléphone détectait qu'il y avait la Lune, bam, ils mettaient l'image de la Lune, basiquement. Ici, c'est plus complexe. Vous avez Mr. Who is the Boss qui a fait justement une vidéo là-dessus, je vous invite vraiment à regarder. Je la mettrai dans la description, elle est très intéressante. Et en gros, il a testé les limites de ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas... le téléphone ne prend pas une image et la met par-dessus. Ce qu'il fait en fait, c'est qu'il voit que c'est la Lune. Et en fait, il utilise un peu de l'intelligence artificielle pour basiquement la rendre plus belle et la rendre comme une Lune en fait. Donc ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a... en plus d'avoir fait une image floutée comme ça, il a rajouté un faux détail qui n'existe pas sur la Lune, genre une tête ou autre chose. Et en fait, la Lune qu'il a eue en prenant une photo avait toujours la tête, donc ça prouve que c'est pas juste une image qui est rajoutée par-dessus. Mais la tête était un peu en mode transformée, un peu comme un des cratères de la Lune. Donc en fait, le téléphone s'est dit « Oh, c'est la Lune. Il y a un cratère là, on dirait. Il est un peu flouté. Je vais l'améliorer. » Et il lui a donné plus de texture et tout ça, genre la texture de la Lune. Donc, en réalité, le truc, c'est que vos smartphones font déjà principalement ça avec beaucoup de choses. Quand vous prenez une photo avec votre smartphone, la photo qu'il obtient brute n'est pas aussi belle. Il fait beaucoup de choses en arrière-plan pour la rendre beaucoup plus belle. Il va rendre votre visage plus lumineux pour qu'on vous voit bien. Peut-être qu'avec Samsung, des fois, il va adoucir un petit peu votre peau, ce genre de choses. Ça se fait déjà énormément. Le problème ici, je dirais, c'est vraiment le marketing de Samsung. Samsung n'a pas dit qu'il y avait de l'intelligence artificielle qui améliorait les photos de la Lune. Samsung donnait l'impression que, oh,
vous pouvez prendre une photo de la Lune. La caméra est tellement bonne, vous pouvez prendre une photo de la Lune. Et ça, c'est assez mensonger. Ce qu'ils auraient plutôt dû dire, c'est plutôt « Hey, vous pouvez prendre des photos de la Lune parce que nos caméras sont améliorées par IA et vont améliorer l'image de la Lune. » Ils auraient peut-être même dû montrer un exemple de une image brute de la Lune prise avec le téléphone et montrer à quel point l'IA améliore ça. Mais quand même indiquer que ça reste une photo de la Lune, quoi. Ça a déjà été fait par le passé. Vous avez déjà d'autres marques qui ont justement montré, oh regardez, maintenant avec notre nouvelle fonction de portrait, ça améliore ci, ça améliore ça. Les gens savent que c'est amélioré par IA. Il n'y a pas de traficotage en quelque sorte ici. Il n'y a pas de mensonge. Les gens savent que c'est traficoté par une IA. Le problème ici, c'est encore une fois, ils donnent l'impression que c'est le smartphone qui est capable de prendre de telles photos en fait. Donc, yep. Pour moi, il n'y aurait pas eu de problème si Samsung avait juste été honnête dès le début. Je pense même que certaines personnes auraient été en mode waouh, c'est impressionnant, regardez, ça améliore vraiment une photo de la Lune. Et honnêtement, oui, moi je trouve ça impressionnant. Mais le marketing est juste très mauvais. Donc là, le truc c'est que en réalité, Samsung est une entreprise tellement grosse aussi. Bon, ça a été validé par quelqu'un qui était haut dans la chaîne de commande. Donc, il n'y a pas d'excuse. Hein. Mais c'est juste que Samsung est aussi une entreprise tellement grande qu'aussi bien les mecs, les personnes plutôt du service marketing étaient en mode ne savaient même pas en fait que c'était une IA qui améliorait la photo. Peut-être que pour eux, c'était vraiment le téléphone était aussi bon, donc ils ont fait la pub de ça en fait. C'est tout à fait probable. Donc, yep. Ensuite, toujours un sujet qui concerne les IA, ma foi. Nous avons Google qui a montré un petit peu plus ce que va faire leur concurrent à ChatGPT dans Gmail et Google Doc. Et il y a des choses intéressantes, puis il y a des choses un peu plus effrayantes. Notamment, un truc intéressant, c'est que l'IA vous permettra de faire tout simplement des emails. Vous pourrez lui dire « Hey, je dois répondre à machin ici. Dis-lui que je serai un petit peu en retard d'une manière professionnelle. » Voilà, vous lui dites ça et il crée un email automatiquement. Vous pouvez déjà faire ça avec ChatGPT, mais ici, ce serait intégré directement à Gmail. Évidemment, ce serait beaucoup plus facile. Il y a déjà des systèmes d'autoréponse sur Gmail, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont laissé activer. Vous pouvez le désactiver. Mais là, c'est très basique. Hein, vraiment, ça détecte quelques mots-clés, ça propose une réponse très basique. Ici, vraiment, ça va écrire un beau mail, en vrai. Et j'avais vu d'ailleurs un commentaire là-dessus qui était assez marrant, mais le truc c'est que on en arrive à une situation où dans quelques années, les gens vont juste écrire des bêtes trucs très compacts, et puis une IA va faire un magnifique texte hyper long, et puis la personne derrière va juste prendre ce magnifique texte hyper long et demander à l'IA de le résumer en une phrase très compacte. Et du coup, on va échanger à travers des IA, mais au final, on aurait juste voulu échanger de manière très compacte en fait. Et je trouve ça assez vrai en réalité. Donc ouais, vous avez aussi Google Doc qui va avoir le même traitement. Donc là, encore une fois, vous aidez à tout simplement écrire des parties de votre doc et les auto-générer. Donc, par exemple, vous voyez ici, il propose vous faites clic droit, puis vous pouvez dire tout simplement à l'IA, hey, ce bout de texte, tu peux le rendre un petit peu plus joyeux, ou tu peux le rendre un petit peu plus triste ou autre chose. Donc ça, c'est encore une fois intéressant, mais après, derrière, on se demande qui au final fait vraiment le travail quand on y pense. Il y a beaucoup de débats là-dessus. D'ailleurs, il y en a pas mal qui ont laissé des commentaires là-dessus. Les autres fois qu'on a parlé de ChatGPT, il y avait des points de vue assez intéressants, notamment une personne qui disait que c'est un peu comme... au final, c'est comme toute révolution technologique. Par exemple, je sais pas moi, quand vous êtes fermier et que vous avez un énorme tracteur qui cultive automatiquement, vous avez quand même toujours le mérite, c'est vous qui conduisez le tracteur et tout ça, c'est vous qui avez lancé ce processus en quelque sorte. Certaines personnes trouveront que si quelqu'un cultive à la main, comme au bon vieux temps, voilà 300 ans, il a peut-être plus de mérite, mais en fait, pas vraiment. Au final, le travail est quand même fait. Et la personne derrière peut, évidemment, générer beaucoup plus. Il cultive beaucoup plus de terrain et tout ça. Donc ici, c'est un peu la même chose. Votre travail n'est plus forcément de faire votre travail en quelque sorte, c'est plutôt votre travail, c'est de faire, de dire correctement ce que l'IA doit faire en fait, et de vérifier que l'IA fait un bon job. Et du coup, ça vous permet de derrière faire beaucoup plus de travail. Au lieu d'écrire des magnifiques emails, justement, vous pouvez passer plus de temps à faire plus d'emails ou vérifier que l'IA écrit correctement plus d'emails. Donc votre productivité augmente, mais vous êtes toujours responsable derrière.
Après, ça, c'est en considérant, évidemment, qu'il y a toujours une personne qui écrit ce que l'IA doit faire derrière. On pourra aussi en arriver à une situation où l'IA fait tout d'elle-même, en fait. Mais bon, imaginez un monde où les IA répondent juste à elles-mêmes via email. Ce sera assez marrant. Enfin bref, je trouvais cet avis assez intéressant et je le trouve assez réaliste, en fait, tout simplement. Un petit peu comme aussi les trucs d'IA qui génèrent des images. Il y en a qui disent « Oh, mais t'es plus un artiste. Enfin, t'es pas un artiste si t'as juste dit à une IA de créer une image. » Mais en quelque sorte, si. On utilise un pinceau pour peindre. C'est un outil pour peindre, pour créer. Utiliser une IA pour peindre, créer du contenu, ben, c'est la même chose, en quelque sorte. C'est un outil aussi. Donc, c'est assez... Je trouve ça assez logique, en vrai. Je trouve ça assez légitime comme avis. Enfin, bref. Du coup, voilà, c'est intéressant ce que Google montre ici, mais après, ça se voit qu'ils sont un petit peu désespérés parce que ChatGPT a juste tellement d'avance. Il y a aussi la version 4 de ChatGPT qui est sortie, qui est même capable maintenant d'analyser des images. Donc, c'est pour dire. D'ailleurs, cette version 4 de ChatGPT est techniquement intégrée, depuis le début d'ailleurs, à Bing Chat, qui est sorti il y a quelques temps. Donc, c'est juste pour montrer à quel point Google a encore du retard. Ils vont devoir se dépêcher, ou sinon... Franchement, Bing pourrait leur couper l'herbe sous le pied. Ensuite, nous avons une news sur le fait que Stadia est mort une deuxième fois. Oui, parce que la première fois, évidemment, c'était il y a quelques temps, quand le service de streaming en tant que tel, donc vous allez sur la plateforme, vous achetez des jeux, ou vous jouez à des jeux gratuits, vous les streamez sur votre PC ou votre appareil. Ça, c'est mort, évidemment. Heureusement, pour les gens qui avaient acheté des jeux sur la plateforme, ça a été entièrement remboursé, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Maintenant, ce qui est mort ici, c'est le fait que Google voulait juste réutiliser la technologie qu'ils ont créée pour Stadia et leur vendre à d'autres entreprises. Donc, par exemple, vous êtes une entreprise, je sais pas moi, vous faites un casino virtuel et vous voulez streamer ça sur n'importe quel type d'appareil, comme ça tourne hyper bien. Eh bien, vous pouviez juste aller voir Google et acheter la technologie en quelque sorte. Et Google le faisait pour vous. Un peu comme un service cloud au final. Ça aussi, c'est mort. Donc, yep. Stadia est doublement mort et ça me m'étonne pas vraiment parce que ça commence à... C'est de plus en plus, mais beaucoup de gens commencent à se dire « Ouais, j'ai du mal à mettre un petit peu de confiance dans Google parce que Google a arrêté tellement de produits, a arrêté tellement de services au fil des années que maintenant les gens n'ont pas envie d'investir de l'argent ou du temps à utiliser un système Google qui ne savent même pas si ça va exister encore dans 5 ans. » Et avec ça, plus le fait que vous avez Google qui semble se faire totalement couper l'herbe sous le pied par ChatGPT et Bing, on va peut-être arriver à une situation où Google est détrôné en fait. Alors, ils font encore beaucoup d'argent. Ils vont pas juste disparaître comme ça, évidemment. Et en plus, ils sont intégrés à tellement de systèmes. Ils ont Google Chrome, ils ont évidemment aussi Android et tout. Mais, d'ici quelques années, peut-être qu'on pourrait commencer à voir le début de la chute pour Google. Et pour ceux qui sont en mode, non, c'est pas possible. Dites ça aux gens, allez voir ce que les gens pensaient de Nokia en 2006. Ils pensaient que Nokia ne failerait jamais. C'est un géant du téléphone. Et pourtant, voilà, après quelques années, ils se sont fait racheter parce qu'ils ont juste pas arrivé à faire des smartphones, tout simplement, qui arrivaient à convaincre les gens. Il y a d'autres entreprises comme ça qui existaient par le passé, qui ont juste totalement disparu. IBM, même s'ils sont encore énormes au niveau de leur présence, surtout au niveau professionnel, IBM était un petit peu dans les premiers à créer des ordinateurs personnels. Et maintenant, je pense pas qu'il y ait un grand consommateur qui a un ordinateur IBM au final. Il n'y a que des solutions professionnelles. IBM, il y a pas vraiment, vous pouvez pas acheter un IBM Gaming ou autre chose. Il y a d'autres entreprises maintenant qui le font. Donc, c'est juste pour illustrer que vous pouvez être au top de l'industrie. Il suffit de juste quelques mauvaises décisions et en quelques années, vous pouvez repasser au final juste comme une autre entreprise ou juste devenir un inconnu total. Donc ouais, ne pensez pas que Google est protégé juste parce qu'ils sont énormes. Ça pourra arriver très très vite. Regardez Facebook. Facebook, selon moi, a énormément chuté et ça n'a au final pas pris beaucoup de temps pour que ça arrive. Ensuite, on change totalement de registre ici avec un leak du Pixel 8 Pro. Parce que oui, les pixels leak à chaque fois énormément à l'avance et on a toutes les images et tous les détails avant même la sortie du téléphone. Et comme vous pouvez voir, il ressemble énormément à un Pixel 7 Pro. Ouais. Toutefois, il y a une différence et c'est une chose que personnellement j'approuve totalement et c'est le fait que l'écran n'est plus courbé sur le côté.
Et ça, c'est génial. Les écrans courbés, ça fait des années que ça aurait dû arrêter d'être une mode. Ça a commencé quand les constructeurs d'écrans OLED ont montré que les écrans OLED peuvent être courbés. Et du coup, ils ont fait des bords d'écran courbés sur les téléphones. Ça permettait une chose, et une seule chose, c'est que le téléphone était un peu plus immersif parce que du coup, l'écran paraissait beaucoup plus grand. Parce qu'il disparaissait littéralement sur les côtés du téléphone. C'était le seul avantage. Derrière ça, les désavantages sont énormes. Vous avez d'abord le fait que, avec un écran courbé, c'est beaucoup plus difficile d'installer une protection d'écran, forcément, parce qu'il y a une courbe à tenir en compte. Donc, si vous avez une protection d'écran en verre trempé, alors là, c'est encore plus complexe. Ensuite, vous avez le problème que cet écran courbé va poser des problèmes dans certaines interfaces, dans certains jeux. S'il y a un bouton qui est sur le bord de l'écran, le bouton est courbé. Donc, si vous devez taper avec votre doigt, ça a du mal. Parce qu'en plus de ça, un troisième avantage, c'est le fait que quand vous tenez le téléphone, des fois, vous appuyez sans faire exprès sur la courbe. Donc, certains constructeurs, comme Samsung, qui sont d'ailleurs principalement ceux qui continuent de mettre en avant les écrans courbés, ont fait en sorte que quand vous touchez le bord de l'écran, le téléphone ne détecte pas forcément ça comme une presse, comme si vous aviez pressé l'écran. Donc, c'est une bonne chose. Mais derrière, on en revient au problème de si le bouton dans le jeu est sur la bordure et que vous voulez appuyer dessus, ça ne marche pas des fois. Donc, c'est juste horrible. Il y a encore plus de désavantages. 5e désavantage, si vous faites tomber votre téléphone, les parties du téléphone qui sont les plus exposées à une chute, ce sont les bords. À chaque fois, surtout le coin, c'est là où ça peut casser le plus facilement. Si l'écran est courbé, forcément, ça semble logique, le bord, c'est littéralement l'écran. Donc, si ça tombe mal, vous allez faire tomber votre téléphone sur l'écran et le péter. Donc, juste des désavantages. Je ne sais pas pourquoi ça continue d'exister des écrans courbés. C'était une mode, clairement. C'était comme les TV 3D, selon moi. Un petit intérêt, même c'est pire que les TV 3D, honnêtement. Il y a juste un petit intérêt, c'est plus immersif. Et le reste derrière, que des désavantages. Ça complexifie tout. Ça complexifie aussi le fait de réparer le téléphone. Parce que quand l'écran est courbé, forcément, c'est beaucoup plus difficile de le désinstaller ou de le retirer et d'en mettre un nouveau. Donc ça devrait juste arrêter d'exister depuis des années. Donc là, Google, merci d'arrêter de le faire, même si ça aurait dû prendre... Selon moi, ça aurait dû déjà être fait depuis même les Pixel 6. Mais au moins, ça arrive et c'est une bonne chose. Maintenant, il n'y a plus qu'à demander à Samsung de le faire. Parce que Samsung... Qu'est-ce que vous faites, Samsung? Du Galaxy S21 au 22, au 23, sur les plus grands modèles, c'est là où il y a des écrans courbés, donc les Ultra, la courbe est de plus en plus serrée, en fait. Donc elle est de plus en plus petite. Mais ils continuent d'en mettre une. Je suis en mode, c'est bon, arrêtez, quoi. Ne mettez plus de courbe, en fait. Et passez un écran totalement plat, les gens seront beaucoup plus heureux. Donc, surtout sur les S. J'en ai un, j'ai un S22. Il y a un stylet intégré, hein. Quand vous devez écrire avec le stylet ou quand vous allez sur le bord d'écran avec le stylet, c'est horrible parce que d'un coup, votre stylet est juste en mode et vous débordez de l'écran, quoi. N'importe quoi. Samsung, stop. Faites comme Google ici. Juste écran plat. Marche tellement mieux. Ensuite, vous êtes à la recherche d'une carte graphique pas chère. Eh bien, AMD en a une pour vous. Elle est à $60. Ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. C'est la RX 6300 et voilà à quoi elle ressemble. Oui, et directement, je peux vous le dire que AMD n'a toujours pas compris quelque chose avec les cartes graphiques pas chères. Ils ont mis un slot PCI Express x4, on dirait. Et le problème avec ça, c'est le fait que à chaque fois qu'ils font ça, ils diminuent l'intérêt de ces cartes graphiques. Parce que ce genre de cartes graphiques, elles sont parfaites pour mettre dans un PC, un très vieux PC. Un PC qui a besoin de juste un petit coup de boost, mais pour pas cher, vous voyez. Et c'est notamment très intéressant avec une carte graphique entre 100 et 200 euros. Vous pouvez vraiment prendre un vieux PC avec un bon vieux i7, je sais pas moi, 3700K par exemple, et puis mettre une petite carte graphique comme ça à 200 euros et lui redonner un coup de jeune. Surtout que vous pouvez acheter ce genre de processeur pour vraiment pas cher. Ici, AMD diminue cet intérêt parce que toutes les cartes graphiques en dessous de justement 250 euros chez AMD qui sortent ces dernières années, ont à chaque fois une limitation due au fait qu'elle ne fonctionne qu'en PCI Express x4. Et donc, si vous mettez cette carte graphique dans un vieux slot PCI Express, par exemple du PCI Express 2.0, vous allez limiter la carte graphique à du PCI Express x4 2.0. Donc là, la bande passante est hyper basse et la carte graphique ne
sera juste mauvaise en fait. On a eu le même problème avec la RX 6400, je vous rappelle, et on a eu le même problème avec aussi la 6500 en réalité. Donc ouais, AMD ne semble pas comprendre qu'il devra arrêter de faire ça. Franchement, c'est juste stupide. Donc, ils font une carte graphique ultra bas de gamme qui tourne bien dans un PC moderne, basiquement. Parce qu'il faut un PC moderne avec du PCI Express 4.0 pour que cette carte graphique ne soit pas limitée, surtout la 6400 et la 6500. Mais du coup, ça diminue l'intérêt. Qui mettrait une carte graphique pareille dans un PC moderne? Cette carte graphique est tellement... Enfin, les specs, elle a du coup 768 coups d'accord supposés, donc autant que la 6400. En réalité, 16 mégas de cache, elle aurait 2 Go de GDDR6 et un bus mémoire de 32 bits avec une bande passante maximum de 64 Go à la seconde. C'est vraiment rien. Et du coup, avec ce genre de spec ultra basse, le GPU intégré à un processeur, même un ancien processeur d'AMD, est plus puissant. Donc, je suis juste en mode, pourquoi ça existe? Pourquoi faire une telle carte graphique? Alors, c'est pour le marché OEM, cette carte graphique, il faut quand même le préciser, mais je trouve ça quand même stupide. Il faut qu'ils arrêtent. Moi, franchement, la 6500 XT n'était pas si mauvaise que ça, même si elle était chère. Mais surtout, elle aurait été bien meilleure si elle avait juste eu un slot PCI Express 3.0 x 16, en fait. Je sais même pas pourquoi ils se sont amusés à mettre du 4.0 pour une carte graphique qui n'en a pas besoin, mais après le limiter en x4, en fait. Juste mettez un slot PCI Express 3.0 x 16 et tout le monde serait content. Mais non, il fallait qu'ils fassent ça. Et c'est juste stupide. Et c'était pour juste économiser de l'argent, pour ceux qui se demandent. Mais en attendant, ils ont littéralement coupé l'un des marchés les plus intéressants pour ce genre de carte graphique, qu'ils l'ont totalement coupé. Donc, mettre une de ces petites cartes dans un ancien PC. Ensuite, nous avons une news de leak au niveau des RTX 4070, 4060 et 4060 Ti. La première news assez intéressante et importante, c'est le fait que la 4070 sortirait le 13 avril 2023. Et ça, ce serait partout dans le monde, du coup, et tous les modèles. Le 12 avril, on aurait le test des Founder Edition ainsi que des modèles références, c'est-à-dire des modèles qui utilisent le PCB de référence. Donc, c'est différent de la Founder Edition, mais c'est un PCB qui est basiquement designé par NVIDIA et qui dit « Oh ouais, voilà ce qu'il vous faut minimum sur une 4070 ». Donc, ce serait basiquement des cartes graphiques pas forcément hyper puissantes. Ce ne seraient pas les meilleurs niveau overclocking et tout ça, mais suffisantes pour la plupart des gens. Et du coup, le 13, on aurait la sortie, mais aussi les tests des cartes graphiques full custom. Donc, celles qui utilisent des PCB custom ici. Donc, les Strix, les comment ça s'appelle déjà, mais j'ai oublié. Les Aorus Master, voilà. Tous les modèles hyper custom sortiraient le 13. Donc, ça a pris pas mal de temps en réalité pour que cette 4070 arrive. Je suis assez étonné même que ça ait pris autant de temps. On serait attendu qu'elle sorte en mars, franchement, et même avant. Ça fait un petit moment déjà que la 4070 Ti est sortie. Elle est sortie début janvier. Et encore, la 4070 Ti a été retardée parce que techniquement, c'était la 4092 Go. Donc, pourquoi ça a pris autant de temps? Je ne comprends vraiment pas. C'est peut-être des soucis de production ou peut-être que NVIDIA voulait juste accumuler, évidemment, des stocks de GPU pour juste... Enfin, en gros, ils voulaient fabriquer un maximum de GPU et tous les GPU qui n'étaient pas bons pour faire des 4070 Ti finissaient en 4070 parce qu'évidemment, on a à peu près toutes les specs de cette carte maintenant. Donc, elle serait basée sur un GPU AD104, donc Ada Lovelace, évidemment, le AD. Donc, c'est le même GPU que la 4070 Ti, mais une version coupée, donc une version en partie castrée. Donc, on passerait de 7680 coups d'accord à 5888. Et on passerait aussi, pour information, alors le bus mémoire reste le même, 192 bits, ça c'est assez intéressant. Mais par contre, la puissance brute de la carte serait quand même pas mal diminuée. On passe de 40 teraflops à 29. On serait toujours à 12 Go de RAM et ce serait toujours normalement de la GDDR6X. Donc en vrai, avec un peu de chance, elle ne devrait pas être si mauvaise en termes de performance, même par rapport à la 4070 Ti. Parce qu'elle aura toujours une bonne pente passante. Et si elle est overclockable un minimum, parce que là, elle semble avoir une fréquence beaucoup plus basse qu'à 4070 Ti, mais s'il y a certains modèles qui sortent qui la rendent pas mal overclockable, on pourrait justement y arriver assez facilement, mais il ne faut pas trop y croire non plus. Ces derniers temps, les cartes NVIDIA sont souvent très vite bridées au niveau de l'overclocking.
parce que Nvidia ne veut pas tout simplement qu'une 4070 puisse rattraper une 4070 Ti, ou sinon il n'y a aucun intérêt à prendre une 4070 Ti, forcément. Là, quelques années, c'était le cas, mais enfin, là, beaucoup d'années, c'était le cas. Maintenant, plus du tout. Et aussi, il faut voir le prix. Et apparemment, justement, on a eu des leaks du prix et le prix serait à plus de $700 aux États-Unis. Donc, en Europe, ce serait pratiquement peut-être un petit 799 € ou même un 839 €, quelque chose comme ça. Très cher. Très, très cher. Et du coup, voilà, j'espère pas grand-chose. J'ai l'impression vraiment, j'en ai déjà parlé par le passé, j'ai même fait une vidéo où je passe à AMD et je l'ai dit, selon moi, Nvidia sort des méga grosses cartes graphiques au niveau du haut de gamme, genre, wow, elle est méga puissante. Et plus on progresse vers le milieu de gamme, plus l'intérêt est en mode mais. Et puis quand on arrive à l'entrée de gamme, c'est genre, il n'y a aucun intérêt. La 3050, c'était juste une RTX 2050. Elle est sortie au même prix qu'une 2060, qui était plus puissante. Aucun intérêt. J'ai l'impression qu'ils suivent exactement le même pattern ici. Et AMD l'a fait aussi, il faut quand même le préciser. 4060 Ti, même si AMD a quand même meilleur prix. La 4060 Ti aussi a eu des leaks au niveau des specs. Elle a un bus mémoire de 128 bits. On en avait déjà parlé en réalité de ça, parce qu'on avait déjà vu des leaks. Toutefois, ce qui est nouveau ici, c'est la 4060 qui, elle, aurait le même bus de 128 bits. Et du coup, on serait sur un GPU AD106 d'ailleurs, pour les deux cartes. Ah non, quoique la 4060 a un AD107. Et là, elle passerait carrément à 3072 coups d'accord, ce qui est pas grand-chose, pour être honnête. Et elles auraient toutes les deux 8 Go de GDDR6. Donc oui, la 4060 aurait moins de RAM vidéo que la 3060. Et ce serait techniquement la même RAM vidéo de la GDDR6. Qu'est-ce que vous faites, Nvidia? Alors je sais que la 3060, ils ont mis 12 Go parce que sinon on aurait eu 6 Go et ça aurait pas été assez. Mais c'est quand même assez bancal. Si ils peuvent pas mettre une quantité de RAM qui a du sens, qui design un GPU avec une largeur de bus plus importante pour mettre suffisamment de puces mémoire pour qu'on ait une quantité de RAM qui a du sens. Donc forcément, quand ils mettent un bus de 128 bits, c'est un multiple. 128, c'est un multiple de... Enfin, 8 est un multiple de 128. Donc là, c'est la même chose. 12 est un multiple de 192. Donc s'ils avaient mis un bus de 192 bits, ils auraient pu mettre 12 Go de GDDR6 sans problème. Et pour la 4070, s'ils avaient peut-être mis plutôt un bus mémoire de 256 bits, comme la RTX 4080, ils auraient pu se permettre de mettre 16 Go de GDDR6X, comme la 4080 d'ailleurs. Mais bon, ils feront pas ça parce qu'évidemment, ils essayent de limiter le marché, limiter les intérêts, tout ça. Mais pour moi, c'est un peu stupide parce que ce genre de carte va être très vite limité en fait. On l'a déjà vu avec Hogwarts Legacy qui est sorti. Les jeux requièrent de plus en plus de RAM vidéo et ça, c'est juste, ça commence à limiter, surtout si vous voulez garder cette carte graphique longtemps. Et les 4060, 3060, 2060, 1060 et tout ça, ce sont des cartes que les gens gardent souvent longtemps. Donc là, avec la 3060, Nvidia avait eu un peu de jugeote et avait rendu la carte graphique un peu plus future-proof. Mais là, la jugeote est juste partie en fait. Donc, j'espère que ces leaks de specs sont faux. Mais honnêtement, je n'y crois pas trop. Donc, ouais. Aussi, une chose intéressante, ces deux cartes utiliseraient des slots PCI Express 4.0 x 8. Et ça aussi, c'est discutable. Alors, on n'est pas au niveau de ce qu'a fait AMD avec les cartes graphiques entrée de gamme, j'en ai parlé juste avant, en mettant du x4 et que ça limitait énormément. Du x8, même en même si vous la mettez sur une carte mère en PCI Express 3.0 et qu'elle est limitée à du x8, forcément, parce que certainement, à mon avis, le slot sera physiquement limité à x8, elle devrait quand même se débrouiller. Parce que je vous ai déjà parlé dans un précédent Exama Show que la 4090 a été testée sur un slot PCI Express 4.0 en x8 et elle avait juste perdu 2% de performance. Donc une 4060 qui est bien plus basse au niveau spec, forcément, même en PCI Express 3.0 en x8, devrait s'en sortir. Après, c'est un peu stupide selon moi. C'est un peu limiter l'intérêt de cette carte graphique sur des plus vieilles configs. Donc, plutôt bof. Je ne suis pas fan de ce genre de truc. J'espère que AMD ne va pas prendre exemple et faire la même chose.
Clairement pas. Ensuite, nous avons une news, encore une fois au niveau carte graphique, mais ici c'est une carte graphique intégrée, et c'est le Radeon 780M. C'est une puce graphique RDNA 3.0 intégrée, donc elle pourrait être intégrée dans un processeur notamment, et elle serait plus rapide qu'une GTX 1650 Max-Q. Alors, la 1650 ici, c'est de la Max-Q, comme j'ai précisé. Ce n'est pas la 1650 que vous avez sur PC fixe. Tenez-en compte. Il me semble que la Max-Q est limitée à 40 ou 50 watts, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. C'est 2 fois moins que la GTX 1650 de PC. Donc, yep. Mais c'est quand même assez impressionnant comme niveau de performance en réalité. Surtout pour une partie graphique intégrée, je vous rappelle. Elle va être dans des processeurs. Notamment ici, elle pourrait être intégrée au 7840 HS, qui est un APU weaker, qui aurait du coup ce GPU qui a 12 compute units et qui serait pas mal puissant. Ça, ce serait parfait pour, je sais pas moi, un petit Steam Deck version 2, ce serait parfait pour ça. Donc ouais, moi je trouve ça assez intéressant. Mais évidemment, c'est pas pour jouer à des jeux AAA et tout ça en ultra ou autre chose. C'est vraiment ici pour des appareils ultra mobiles. Ensuite, nous avons une autre news, encore une fois au niveau carte graphique, et là vous pouvez vous réjouir. Nvidia vous a écouté. Vous êtes dit, la 4090, beaucoup trop cher Nvidia, il faut diminuer le prix. Bien, Nvidia, écoutez, ils l'ont diminué de 40 euros. Donc elle passe à 1819 euros. C'est toujours beaucoup trop cher, on va être honnête. Donc depuis en réalité sa sortie, la 4090 est passée de 1949 euros à maintenant du coup 1819 euros, ce qui veut dire une réduction de 7%. Ce qui est selon moi assez notable quand même. Soit Nvidia diminue le prix selon leurs coûts de production qui ont peut-être diminué, mais j'y crois pas trop, ou soit ils ne sont pas satisfaits des ventes et ils continuent d'ajuster le prix pour essayer de forcer les gens à les acheter, ou en tout cas les pousser vers l'achat. Et ça, ce serait peut-être plus probable. Au début de la 4090, quand elle est sortie, elle s'est vraiment, en réalité, très bien vendue parce qu'elle avait un niveau de performance juste énorme, en fait. Et il y avait suffisamment de gens avec des bourses assez remplies pour tout simplement aller l'acheter. Maintenant, ce marché-là, c'est un petit peu... Genre, il n'y a plus forcément autant de gens qui ont un tel budget pour une carte graphique. Et même s'il est hyper performante, les ventes ont diminué, en fait. Et là, Nvidia essaie de motiver les gens à l'acheter. Bien sûr, une diminution de 40 euros n'arrivera pas à changer grand-chose au niveau de ça. Donc, ouais. Nvidia, si vous voulez vraiment en vendre plus, ou en tout cas, si... Honnêtement... Ça reste, encore une fois, je vous rappelle, Nvidia est une entreprise avec des actionnaires dont leur but c'est juste de faire de l'argent, tout comme AMD, tout comme Intel, tout comme beaucoup d'entreprises, Apple et tout ça. Donc forcément, ils ne vont pas la vendre à un prix hyper intéressant ou autre chose. Mais, selon moi, s'ils avaient un minimum de respect pour leurs consommateurs, tout en essayant de faire de l'argent, ils sortiraient cette carte graphique. Enfin, ils auraient sorti cette carte graphique au même prix qu'une 3090 quand elle est sortie. Mais bon, on sait évidemment que ce n'est pas le cas et ce ne sera jamais le cas. Mais bon, s'ils veulent vraiment aider les gamers, ou en tout cas révolutionner le milieu du gaming, selon moi, ils diminueraient le prix de cette carte graphique à justement 1500 et des euros. La 4080, ils devraient la diminuer en dessous des 1000 euros. La 4080, j'allais dire à 4092 Go. La 4070 Ti devrait la passer en dessous à peine au-dessus de 700 euros. Et la future 4070, j'espère, franchement, elle devrait normalement, selon moi, être à 500 et des euros. Mais évidemment, on sait que tout ça, c'est juste moi qui vis dans un monde merveilleux où il y a des arcs-en-ciel partout et des licornes qui volent dans le ciel. Ça n'arrivera jamais. Donc oui. À part si évidemment Nvidia a vraiment du mal à les vendre, ça n'arrivera jamais. Et c'est ça aussi que fanboy Nvidia, vous voulez des cartes graphiques Nvidia moins chères? Ne les achetez pas. Si beaucoup de gens arrêtent de les acheter, ou même acheter des cartes graphiques AMD, ça forcera Nvidia à baisser leur prix parce qu'ils seront en mode « Oh, on vend plus nos articles. C'est la loi de l'offre et la demande. C'est de l'économie basique. Si vous voulez forcer à baisser le prix, il faut tout simplement les mettre dans une situation où ils seront forcés de baisser le prix. Donc, yep. Mais bon, ça évidemment, c'est évidemment si tout le monde se met d'accord pour le faire, mais ça n'arrivera jamais aussi, donc ouais. Mais bon, si AMD sort des bonnes cartes graphiques qui incitent les gens à passer chez eux,
ça pourrait forcer Nvidia à baisser les prix aussi. Ensuite, on a une news au niveau processeur pour changer un petit peu. Et nous avons un retailer en Europe qui a affiché un 7800X 3D sur leur site à 530 €. Et c'est honnêtement à peu près le prix qu'on pouvait s'attendre parce que jusqu'à maintenant, je vous rappelle, ils ont sorti évidemment le 16 et 12 cœurs. Et ces deux-là sont passés, pour information, il y a une différence de 13% par rapport à leur prix normalement aux États-Unis. Donc le 7950X 3D est à 699 $ normalement, et là il est à 789 € en Europe. Et du coup, en suivant cette logique, le 7800X 3D serait à 509 €. Donc 530 n'est pas si loin, donc ce sera assez logique. Du coup, c'est pas le prix le plus intéressant, même si techniquement ce sera certainement la meilleure option si vous voulez juste jouer à des jeux vidéo. J'ai fait un guide d'achat de processeur récemment et je l'ai dit justement à la fin de la vidéo. Le 7800X 3D sera certainement la meilleure alternative, même s'il sera selon moi trop cher. Moi, personnellement, si je devais me faire un PC maintenant, même un PC future-proof, 13600K. C'est un choix beaucoup plus logique. Oui, il consomme plus, je sais, il consomme plus et au bout de quelques années, ça fera la différence de prix, mais ça reste quand même une meilleure, selon moi, alternative pour le prix à l'heure actuelle, surtout que vous économisez sur la carte mère ainsi que sur la RAM. Donc, et sur le processeur, donc c'est juste un choix beaucoup plus logique. Vraiment, si AMD veut faire plus de ventes, il faut qu'il diminue le prix des cartes mères. Le vrai problème ici, c'est le prix de ces cartes mères. La RAM en DDR5 a commencé à diminuer pas mal, mais si les cartes mères continuent d'être trop chères, les gens ne vont tout simplement pas se lancer sur cette plateforme. Il nous faut des cartes mères à 130, 150 €. Si on n'en a pas, ça va diminuer trop l'intérêt de ces justement processeurs. Ensuite, nous avons les soldes Steam qui sont en ce moment. Donc, si vous voulez acheter des jeux auxquels vous ne jouerez jamais et qui vont rester dans votre bibliothèque, c'est le moment. Vous avez des trucs pas mal. Je fais quelques recommandations. C'est pas sponsorisé. Genre, je ne touche rien si vous achetez un de ces jeux, je tiens à le préciser. Satisfactory, excellent jeu. J'ai fait un let's play encore récemment. Je vous le recommande chaudement. Vous avez Stray qui était en réduction aussi. C'est le jeu avec le chat là. Euro Truck Simulator, excellent jeu de simulation de conduite de camion. Vous avez aussi, j'ai pu voir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a un jeu qui s'appelle Beer Factory. What? Il y avait aussi City Skyline qui était en promotion. J'ai vu Subnautica aussi en promotion. Il y a pas mal de jeux. Red Dead Redemption. Excellent jeu. Forza Horizon, qui est pas trop mal en réalité, plus arcade au niveau conduite. Bon, Grand Theft Auto 5, techniquement, vous pouviez l'avoir gratuit sur Epic à un moment, donc voilà. God of War, pour ceux intéressés, il y a vraiment des très bonnes offres. Une autre offre aussi qui peut être intéressante, c'est le fait que le Steam Deck a une réduction de 10%. Tous les Steam Deck. Donc le modèle de base est maintenant à 377 €. Bon, le délai de livraison est un peu, voilà, hein, parce qu'ils ont du mal à en produire. Suffisamment pour suivre la demande, mais voilà. Mais aussi, les plus gros modèles sont en promotion. Donc, 377 € pour le Steam Deck, c'est vraiment pas cher. On n'est pas loin du prix d'une Switch pour un full PC, genre, qui est pas mal puissant. Moi, ce que vous conseillerais peut-être, c'est quand même prendre... ouais, c'est discutable. Le modèle un petit peu plus gros avec un 256 Go de SSD serait plus logique. Mais à ce moment-là, peut-être prendre le plus grand modèle. Mais c'est un peu fait exprès, en fait. Ils sont en mode... Ils les mettent suffisamment proches pour essayer de vous dire « Ah, je vais peut-être prendre le modèle au-dessus. » Bon, honnêtement, moi, je prendrais soit le modèle de base, soit le plus grand modèle. Comme ça, ce serait plus simple. Vous pouvez techniquement upgrade le stockage du modèle de base. Donc, ça, il faut quand même le savoir. Mais bon, moi, je prendrais peut-être le modèle le plus grand ou autre chose. Ça peut être intéressant. J'ai vraiment envie de me prendre un Steam Deck, mais j'hésite parce que je suis en mode... Et s'il y a un Steam Deck 2 qui sort avec justement la puce qu'on a vu juste avant graphique, le 780M de chez AMD, je serais en mode, oh mince, ce serait dommage quand même. Mais bon, donne vraiment envie, hein, franchement. Est-ce que je devrais en acheter un Steam Deck et faire du contenu dessus? Dites-moi dans les commentaires. Comme ça, si vous me forcez la main... ce sera pas de ma faute. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce texte. Ça marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser en pouce rouge. Si vous avez des sentiments beaucoup plus complexes ou vous voulez me forcer la main à acheter un Steam Deck, vous pouvez laisser un commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.